nous, c'est l'événement Trian. France 3 Pays de la Loire a décidé de vous faire 2 cadeaux pour le prix d'un. Avec ce soir à 23h15 sur notre antenne et sur celle de France 3 Bretagne, la diffusion d'un concert de Trian enregistré au mois de juillet dernier à Bas-sur-Mer dans le cadre du Kenavo Tour, le au revoir du groupe Trian. Et le deuxième cadeau, eh bien, c'est ce live que nous allons faire avec Jean-Louis Jossic. Jean-Louis Jossic, c'est l'un des fondateurs du groupe Trian et qui est avec nous en live depuis Quimper. Mais que vois-je? Tu es là. Bonjour Jean-Louis. Bonjour Christophe, bonjour France 3. Très heureux d'être là à Quimper, dans les bureaux d'Armor Luxe, devant une chouette peinture, et c'est très agréable. Alors, très joli décor et une heure d'échange avec les fans, car nous ne sommes pas que tous les deux. Tous les fans du groupe Trian, via leur page Facebook, sont avec nous. Je les invite d'ailleurs dès maintenant sur la page Facebook de France 3 Pays de la Loire et celle de France 3 Bretagne, eh bien, à vous poser des questions, Jean-Louis, ou à réagir ou à nous raconter éventuellement des souvenirs, eux qui vous accompagnent, eux qui accompagnent le groupe Trian depuis de nombreuses années. On verra d'ailleurs que les générations de fans se sont succédées. Alors, Jean-Louis, j'aimerais qu'on commence par l'idée de cette tournée Kenavo. Pourquoi avoir après autant de succès, autant de public, autant de disques publiés, pourquoi avoir décidé tous les trois de mettre un terme aux tournées? Qu'est-ce qui vous est passé par la tête? Simplement la scène, ça fatigue physiquement. Les trois gens ont dépassé les 70 printemps et au bout d'un moment, on se dit que ou bien on s'étiole physiquement, ou bien on arrête à un moment où ça va très bien pour le groupe et où on est encore en forme pour assurer en scène aussi bien que ce qu'on faisait avant. Et donc on a décidé que ce moment-là correspondait à nos 50 ans. Nous avons 50 ans de scène. C'est le record en France. Jamais ça n'est arrivé. Les frères Jacques ont fait 38 ans de scène. On bat le record avec 50 ans. Vous On êtes est le très… doyen des groupes français, ça veut dire que vous êtes un peu Oui. les Rolling Stones hexagonaux. Figure-toi qu'on nous le dit souvent. Mais j'aimerais avoir l'agilité encore des Rolling Stones et particulièrement de Mick Jagger. Alors, il faut néanmoins dire que l'énergie, il y en avait encore. On l'a vu dans cette tournée du Kenavo Tour qui, malheureusement, est arrivée dans ce contexte très particulier du Covid. Le groupe donc a dû interrompre. Ça s'est passé comme ça, du jour au lendemain, cette tournée que vous aviez commencé le 7 décembre 2019 à Troyes. Oui, ça a été la tuile, parce qu'on voyait la barre se fixer à 5000, on disait chouette, les salles les plus grandes qu'on fait, c'est 4002, 4003. À Nantes, la Cité des Congrès, c'était 2000. On croyait passer à travers les gouttes. Et puis c'est avéré que non. Donc les 10 dernières dates du Kenavo Tour, dont Nantes, dont Angers, sont reportées en septembre si tout va bien, ou plus tard, si on est confiné culturellement, encore un peu plus longtemps. Voilà, et puis Mais elles auront lieu, ces dates. bon, c'est bien de On les rassurer les fera. fans parce que j'ai déjà vu pas mal de contributions et pas mal de questions qui portent sur le maintien ou non des concerts et sur les dates qui ont été annoncées. Donc ça, on y reviendra tout à l'heure. Donc, je voulais dire que la tournée de mémoire, j'ai pris quelques notes, c'était 25 dates. Donc, depuis le 7 décembre, vous êtes passé à 3. En janvier, il y a eu Vierzon, Amiens, Laval, Rouen, Nancy, Dijon, Limoges, Le Mans, Caen, Lyon, Clermont. 2 villes en Allemagne, Lille et Tours. Et c'est à Tours que le coronavirus, vous a joué un mauvais tour, puisque c'est là que s'est interrompu le tour. Souvenir particulier de ce concert-là? Oui, un souvenir particulier parce que au cours d'un des contes que je raconte, il se trouve que je pensais très fortement à un ami qui aurait dû être dans la salle et qui était décédé depuis quelques jours, Michel Bréant. Et donc j'ai décidé de modifier un conte pour introduire Taron-Plage, parce qu'on a passé ensemble nos vacances à Taron-Plage. Et donc, Tours, ça a été l'occasion de modifier ce conte que je referai à Angers, que je referai à Nantes. Mais donc, il y a maintenant,
il y a un petit quelque chose de particulier, une petite Alors, sensibilité à la suite de ce concert de Tours que je n'oublierai jamais. ah ben on le comprend. Et puis il y en a une autre qui a été importante dans la région, c'était le 2 février, c'était au Mans, Oui, avec en guest star, avec comme invité le bac, oui, j'ai un chat dans la gorge, il faut absolument que je le fasse partir. C'était avec le Bagat de l'Ambiway. oui, oui. Le Bagad de Languiwe, c'est important parce que c'est quand même hyper populaire en France et même dans le monde. Hein, ce sont des représentants de la République française euh, fondamentaux. Et on a beaucoup de plaisir à jouer avec eux. Ils connaissent un certain nombre de nos morceaux. Ils changent le bagad parce qu'il reste 2 ans, 3 ans. Ensuite, ce sont d'autres qui prennent leur place. Mais il y a toujours un fond qui connaît le morceau, qui les apprend aux autres, etc. Et en plus, en scène, comme on dit vulgairement, ça a de la gueule. Et quand, à la fin, ils sont contents, ils partagent avec le public en balançant les bonnets, en balançant. Ils ont droit de perdre leurs pompons. Ils n'ont pas droit de perdre leurs bérets, leurs bachis, comme on dit. Autrement, ils doivent les racheter. Mais le pompon, ils peuvent le jeter. Et on a le droit de le toucher ou pas? C'est une légende. Ah, bah bien sûr, c'est pas une. Oui, oui. Les filles adorent de toucher le pompon des bachis du Bagat de l'Anduiwé. Il y a une vieille tradition qui prétend qu'on se marie dans l'année si on en a envie. Ouais, Enfin, c'est ce c'est qu'on pas dit, hein. obligatoire. Oui. C'est pas obligatoire. Alors, ce qui nous préoccupe, ce qui nous occupe, évidemment, c'est de raconter ces 50 années, parce qu'il y a des tas de choses à dire, mais c'est aussi de donner rendez-vous ce soir à tout le monde pour le concert qui a fait l'objet d'un CD et d'un DVD. Ce concert a été, je le disais, enregistré au mois de juillet dernier à Bas-sur-Mer dans le cadre d'un petit festival. Alors, racontez-moi comment ça s'est passé ce concert-là. Est-ce que pour vous, lorsque vous êtes en Loire-Atlantique, ça a quelque chose de différent de chanter? C'est plus difficile parce que c'est quand même le département où les gens nous connaissent le plus et depuis longtemps, puisque nous avons débuté en 1970. Alors on a toujours l'impression en Loire-Atlantique qu'on peut nous attendre un peu au tournant. Qu'est-ce que les Trianes ont de neuf à nous offrir? Bon, mais Bas-sur-Mer, ce qui est très particulier aussi, c'est que j'ai participé avec Claudie Poirier, une amie, j'ai participé à la fondation de ce festival. Et nous avons créé avec Claudie surtout, la première édition du festival Les Nuits Salines. Ils en sont rendus une trentaine. C'est formidable pour nous de savoir que ça existe toujours. Surtout que c'est un festival très particulier. On paye tout, non pas avec des euros ou des francs avant. On paie avec des sacs de sel. On achète ces petits sacs de sel et c'est la monnaie qui sert ensuite, c'est la gabelle qui sert aux Nuits Salines. Et donc, avoir enregistré l'album des 50 ans à Bas-sur-Mer aux Nuits Salines, pour nous, c'était important aussi. Bon. Même si, dans la suite de la tournée, il y a des morceaux qui vont changer, qui ne sont pas forcément celui du CD-DVD des Nuits Salines. D'accord, bah tiens, j'ai une question là. C'est Justine qui nous dit est-ce qu'ils vont changer un peu les setlists des concerts ou pas? J'adorerais entendre Petite Sirène ou Les Filles de Redon en live. on, a, on a enregistré à peu près 250 à 280 titres dans notre carrière scénique. En scène, on peut en mettre 23 à peu près, 25, très grand maxi. Ouais. Lalanne en mettrait 26. Nous, on essaie d'être autour de 23-25. En plus, dans le cadre des concerts nantais, les tout derniers, il y aura des invités. Évidemment, des amis qui, à un moment donné, ont compté pour nous dans notre carrière. Donc, on est obligé de réduire un peu ce que nous chanterons, nous, pour chanter avec eux et pour les laisser chanter. Mais bon, il y aura quelques petits changements. Je le dis, par exemple, le tout dernier concert, le samedi, le concert de l'après-midi, on chantera la Samedi ville que chez j'ai moi. tant aimée. On chantera la ville que j'ai tant aimée, qui n'est pas prévue au programme, pour D'accord. quelqu'un de précis dans la date, dans la salle. Donc, D'accord. il peut y avoir C'est le 7 octobre, c'est ça? des petites, c'est le 3 octobre, je crois. 3 Il peut y octobre, avoir ouais, c'est ça. des petites amitiés comme ça qui Ouais. font que le programme change à la frange. D'accord. Juste Et avant de revenir sur le choix des chansons, comment vous avez fait, il y a une question là que j'ai d'Alex Minot
qui vous dit la situation inédite, donc celle du Covid, a-t-elle inspiré des compositions ou des reprises portant sur le thème des grandes épidémies du passé? Non, j'y ai pensé un peu, mais c'était trop tard pour monter un nouveau morceau là-dessus. Euh, il y a dans le Barça Sprays un morceau qui s'appelle La peste d'Élian. À Élian, il y a eu, je crois, au XVIIe siècle, je me trompe peut-être d'un siècle, je suis non 17e, je dirais, une peste qui vraiment a complètement décimé le village, mais dans des proportions beaucoup plus importantes évidemment que le coronavirus. Bon, mais d'abord l'air n'est pas très intéressant et ensuite c'était très compliqué. Par contre, ça n'a rien à voir, c'est une autre peste, c'est celle qui consiste quelquefois à déraper. Et on chantera une chanson en l'honneur de Steve Macalao, qui a disparu dans la Loire le soir de la fête de la musique l'année dernière, dans des conditions étranges. L'enquête, semble-t-il, n'avance pas, comme c'est curieux. Et pour nous, c'est une peste morale de voir que des choses pareilles peuvent encore se produire au XXIe siècle. Donc ça, on va le chanter. Et la fresque qui a été érigée en son honneur est actuellement en rénovation. Une précision. Heureusement. Voilà. Heureusement. Alors, pour ce concert et la tournée, on l'a un petit peu évoqué. J'aimerais savoir comment on retient 10% du répertoire qui a choisi. C'est qui des gens a dit, moi, je veux celle-là. Est-ce que vous vous êtes battu pour ce choix ou pas? Alors, bonne question. On ne s'est pas battu. Non, non. Le programme, c'est très dur à équilibrer. Il faut des moments de repos, des moments de plus violents, des moments où on dit des choses sensées, des moments où on se détend. Il faut une certaine proportion de tubes. On ne peut pas faire le dernier concert sans faire Les Filles des Forges, La Jument de Michaud, Simon à mort. Eh bien, on en a déjà 3. Bon, on en a déjà 3. Et puis, après, il faut faire d'autres tubes, Les Prisons de Nantes. Bon, et puis après, il faut faire, à notre avis, des morceaux que nous aimons bien, que le public va bien aimer, mais qu'il ne connaît pas forcément. C'est-à-dire des titres plus récents, et puis essayer d'avoir ce panachage entre la douche écossaise. J'aime beaucoup passer d'un moment calme à un moment plus violent, à un moment. Et il faut des surprises. Si le public rentre dans la salle et sort de la salle en ayant eu ce qu'il souhaitait avoir, il n'a eu aucune surprise. Ouais. Donc il faut absolument qu'il y ait peut-être des manques, mais surtout des choses en plus auxquelles il ne s'attendait pas. Et c'est ça qui est important surtout. Jean-Louis, à ce stade de notre échange, ce que je vous propose, c'est de vous tutoyer, non pas par irrespect, mais comme témoignage de mon amitié. Je trouve qu'on se connaît un peu. Donc, tu es d'accord sur ça? Oui. Bon. Oui, mais autrement, on va déraper entre le vous et le tu. Voilà. Tu parlais il y a un instant du public. Vincent Calcani avait réalisé pour nous un sujet sur le spectacle du Mans et il en a profité pour demander à vos fans quelques réactions. Je te propose de les écouter. Ah, très chouette, oui. Les 50 ans de carrière. Ils ont tellement donné. Donc, ouais, c'est quelque chose qui va s'arrêter. On savait que ça se termine. Au fur et à mesure, à travers les années, de retour à Nantes, surtout à Nantes, j'ai acheté des CD, je les ai écoutés, je les ai chantés comme berceuse pour mes enfants. Elle a l'accent bigoudin. Du rock'n'roll d'habitude. Mais avec eux, ce qu'il y a d'étonnant, c'est vraiment l'impact du spectacle en entier. C'est pas juste la musique, c'est aussi l'aspect visuel, c'est leur costume, c'est vraiment fun. C'est vraiment fun. C'est sympa. On voit qu'il y a toutes les générations dans votre public. Hein. Bah oui, c'est beaucoup de générations. Et puis, on est surpris quelquefois de voir, bon, bah, dans le cas présent, quoi, une Américaine et son fils. Le fils, lui, il parle pas français. Elle et les profs de français, ils sont là, ils sont venus de Seattle pour voir un concert. C'est incroyable. Ouais. Alors, parlons des fans. Sur les pages Facebook, donc, les Trionautes et le site officiel, 7650. C'est pas mal quand même. Oui. Et bien des fidèles, hein. Attention.
Oui, Les je vrais de sais vrais. pas. Je sais pas. Moi, il paraît qu'on m'a créé un Facebook pour la durée, de l'échange parce que c'était nécessaire et j'ai pas un ami dessus. J'ai Si, pas un seul ami, moi. tu as moi, Toi? puisqu'on a été obligé de se Ah merci. connecter. Merci Christophe. Merci Christophe. On parlait Et du choix Claude, des et Claude ouais, aussi, et Claude Boucher, notre éditeur web, un ami. qui a beaucoup travaillé pour que ce live se passe bien. Et je rappelle que si vous nous regardez, hein, vous pouvez aussi participer via la page Facebook de France 3 Pays de la Loire et de France 3 Bretagne, puisque le live, comme le concert ce soir sur nos antennes, est diffusé sur les deux antennes. Alors, il faut bien qu'on en revienne à l'origine du groupe, Oui. à l'ADN. Parce que moi, j'aimerais, tel un gamin qui découvre le groupe, je voudrais savoir comment est né ce groupe et quel est ce qui forme finalement son ADN. Si je dis, premièrement, c'est un groupe breton de musique celtique. Est-ce que la Oui, définition te convient? c'est très bon. Tout à fait. On est un groupe breton, puisque nantais, né en Bretagne, et qui avons choisi de faire la musique de Bretagne et des autres pays celtiques, et quelquefois de s'en inspirer pour composer de nouveaux morceaux dans la veine bretonne, plus facilement, mais parfois dans la veine irlandaise ou écossaise pour des mélodies. C'est vrai. C'est ça l'ADN du groupe. Et C'est tout de démarre toujours. Et qui démarre en par 70. hasard. La rencontre, oui, en 70, de moi-même avec Jean et Jean-Paul, qui grattaient Hugo Frey, Grimald Wright, et à qui je dis, bon, ben, Hugo Frey, Grimald Wright, c'est très bien, on les écoute, on adore ça, Bob Dylan aussi, mais ils font leurs chansons mieux que nous. Donc, il vaut peut-être mieux qu'on adopte un répertoire personnel. Et ce que nous avons, nous, en pays nantais, par exemple, c'est la pastorelle de Saint-Julien de Vouvante. Papillon, vole, vole, papillon, vole donc par-dessus les maisons, vole donc par-dessus les maisons, etc. Et c'est ça, nous avons un fond patrimonial chanté ou joué qui est intéressant. Et à partir de ça, on a construit un répertoire en le, entre guillemets, modernisant. J'aime pas trop ce mot-là, parce que suivant qu'on le chante dans un festos pour danser à la campagne ou qu'on le chante dans une grande ville comme Nantes ou Paris, c'est pas la même façon de chanter qui va intéresser la jeunesse Ouais. ou l'ensemble du public de 7 à 77 ans. Et donc, notre travail, ça a été ça. Faire que ce folklore devienne tout d'un coup vivant pour tous par la façon dont on l'interprétait. Ouais. Et quand on a eu assez dans les oreilles d'imprégnation de ce folklore, Ouais. c'est écrire nous-mêmes de nouvelles chansons. Tiens, j'ai vu passer une question. Pourquoi ne pas avoir décidé de chanter en breton dès vos débuts? Nous avons chanté en breton dès nos débuts. C'est-à-dire que bien qu'étant né à Nantes, et donc comme l'explique Morvan Lebesque, ne parlant pas breton dans une ville qui n'a jamais parlé breton, comme Rennes n'a jamais parlé breton, c'est l'ouest de la Bretagne qui est britophone. On a trouvé dès notre premier album avec En Malard, avec Trimartolo dessus, on a trouvé qu'il fallait que nous chantions en breton parce que c'est une des langues de Bretagne et que si nous nous exprimons en tant que groupe ambassadeur de la Bretagne en ne chantant qu'en français, je crois qu'il y a un mensonge. Donc dès le début, on l'a fait avec plaisir. Et dans tous les albums, il y a des titres en breton. Parce que vous étiez, hein, il faut le dire, vous étiez dans les cercles bretons, dans des petites assemblées où effectivement il était beaucoup de questions de folklore, mais donc pour toi et pour vous, c'était pas assez rock en réalité. Ben, c'était, on dansait entre nous, quoi. Bon, c'était le bal breton à la Chantenaisienne, on était 300, c'était toujours les mêmes. Et puis pendant ce temps-là, mes copains de lycée, ils écoutaient les Beatles et les Rolling Stones. Et c'était deux milieux différents. Si je leur avais dit, vous savez, le dimanche, je vais avec un chaperon dans les kermesses danser la passerelle de Saint-Julien, le Jabadao ou l'Andro d'Elvin, bah, ils auraient rigolé, ils auraient été demeurés, quoi. Et donc, ce que nous avons fait, ce qu'Alan Stivell a fait aussi, c'est prendre cette tradition au début, et puis avec des instruments
qui sont les instruments des Beatles, des Rolling Stones, eh bien, c'est les adapter à cette façon-là. Et tout d'un coup, les deux publics se sont rejoints. On voit des photos, c'est toi là? Oh là là, oui, en, en 75, je crois. C'est peut-être même, 74, c'est peut-être même c'est les, un petit peu avant, mais ça permet aussi d'évoquer oui, oui, les débuts. c'est l'époque post-hippie, les Ouais, cheveux longs. voilà, Flower exactement. Power. Tu en as parlé tout à l'heure. Tiens, regarde qui voilà. Jean, Jean, Choquin. bien sage avec sa chemise de cow-boy. Oui, Ouais, vous n'avez pas tellement bûcheron changé. québécois. Et puis il y aura Jean-Paul. Bien payé d'ailleurs, il fait toujours attention, la mèche bien. Ouais, toujours La même propre année, sur lui. 75. Et Jean-Paul. Juste Oh, un mot, il parce que reste une place, oui. tu l'as mentionné Oui, il y a un instant, c'est le livre de Morvan Lebesque. Comment oui, peut-on être breton? Qui t'a oui. profondément influencé, toi et les membres du groupe. Qu'est-ce qui faisait Voilà Morvan? Jean-Paul. Contester Alors, l'oppression culturelle et politique que la France imposait à la Bretagne, c'était ça. Et vous oui, avez adhéré à ce combat-là. oui, Morvan Lebesque dans Comment peut-on être breton, sous-titré Essai sur la démocratie française. Ça dit tout de suite clairement, c'est pas un livre indépendantiste, etc., fermé sur lui. Ouais. C'est bien, il nous raconte l'histoire de la Bretagne telle que la France ne nous l'a pas apprise. Et il nous apprend comment nous avons été aux différentes époques du deuxième millénaire, en quelque sorte opprimés. Je ne dirais pas torturés, il ne faut pas déconner, mais opprimés culturellement au moins, politiquement souvent, par la République française qui ne nous a pas compris, qui nous a parlé de Charlemagne, mais qui ne nous a pas parlé d'Érispoé. Érispoé, c'était notre roi à nous, et on n'a pas le droit de le connaître. Et on apprend Charlemagne qui n'était pas notre empereur à nous. Il y a un malaise là. Il faudrait que la France jacobine comprenne que, et on le sent en ce moment, c'est dit d'ailleurs par rapport au coronavirus, que petit à petit les maires eux-mêmes participent aux décisions, qu'on est en train de plus en plus de décentraliser par obligation, parce qu'on se rend compte que c'est une nécessité. C'est tout ce qu'anticipe Morvan Lebesque. Donc, comment peut-on être breton? Il donne des exemples abominables. Anatole de Monzy, ministre de l'Éducation de la Troisième République, je crois, disant pour l'unité de la nation française, la langue bretonne doit disparaître. Comment peut-on oser dire des choses pareilles sur une langue? Mais c'est pas, c'est mais c'est pas possible. C'est la ridicule aberrant, quoi. On sent que la flamme est toujours là, hein, Jean-Louis. Alors, puisqu'on parle de ces débuts et de cet ancrage celtique, il faut qu'on évoque la première scène. Est-ce que tu te souviens où a eu lieu cette première scène? Alors, la première scène, avec pas que des amis devant nous, ça a été un bal breton à la Chantenaisienne, début 1971. Et ça a été l'occasion de décider que non, nous n'allions pas faire danser ceux qui étaient convaincus par la matière culturelle bretonne, nous allions aller dans les MJC, dans les petites maisons de quartier, dans les centres socioculturels, et que c'est là qu'on allait gratouiller. Bon. Et puis, très très vite, on est arrivé à l'été 72, où après avoir fait à Nantes un spectacle qui s'appelait Folk Song 70, à la salle basse, où Trianoned, en petit sur l'affiche, chantait 3 morceaux. Eh bien, l'été qui a suivi, donc juillet-août 72, nous avons chanté devant le château de Kergeorget, je crois, ou un nom comme ça, à Sarzeau, oui. Ça a été la première fois où on a fait un vrai concert à 3 seulement. Ensuite, Bernard est rentré dans le groupe à la fin de cette fameuse année 91. Et là, du coup, à partir de 92, on a surnommé les Trianoned les 3 mousquetaires de la chanson bretonne, puisqu'on était 4, comme les 3 mousquetaires d'Alexandre Dumas. Ouais. Attends, je voudrais juste faire une petite interruption pour te dire qu'on a pas mal de messages et de questions qui arrivent. Oui. Jean-Louis de vos 50 ans, Elven Potter vous demande s'il y a un souvenir à garder, ce serait lequel? Je crois que pour chacun des 3 gens, il sera différent ce souvenir.
Moi, ça va être la petite chapelle de Lio, L-L-O. On le voit quelquefois dans les mots croisés. C'est un village à côté de Fort-Romeu ou Font-Romeu, je ne sais plus. Donc, du côté de Perpignan, un petit village à côté d'une enclave espagnole dans le territoire français. Personne ne sait ça non plus. Non. Il y a un bout d'Espagne en France. Et il y a la petite chapelle de Saint-Fructueux dans le village de Lio. Il y avait 80 personnes dans cette chapelle. Elle était bondée. On était à côté du chœur, derrière la barrière où le curé passe pour aller donner la communion. Et il y avait vraiment que 80 personnes. C'est un souvenir magique. Magique. On a fait le stade de France. Ça ne remplacera jamais ça pour moi. Ouais. Alors, tu as beaucoup de questions qui concernent ta marinière. J'aimerais beaucoup la voir. Je rêve de la voir. Est-ce qu'elle va être mise en vente voilà. Celle-là, il y en a quelques-unes avec le logo Trian, là. Ouais. Oui, il y en a quelques-unes qui ont été faites par Armor Luxe et que l'on vend au stand de merchandising, comme on dit. Là où, après les concerts, on va signer les autographes et vendre les disques, les t-shirts et les marinières. Armor Luxe. Allez, ça c'était pour la pub. Je reviens au souvenir parce que ton ami Jean Choquin, qui est encore moins geek que toi, Jean-Paul également, a préféré m'envoyer un mail. Je voudrais te le dire, ce mail, puisqu'il me dit évidemment, alors des souvenirs en 50 ans de carrière, il y en a pléthore. Pour lui, les plus beaux souvenirs, ça va de la petite scène de la MJC des Marquisas à Annecy, à nos tout débuts, où le public était entassé à nos pieds pour une soirée très conviviale. Ça passe par ces étapes à la même époque dans les MJC de Champagne, ici de Chalon-sur-Marne, ici de Vitry-le-François, puis l'arrivée de Jean-Louis, ça va te parler, sur scène à Nantes, salle Paul Fort, dans le Cheval Malais. Effet scénique fascinant. Puis plus tard, la procession des morts-vivants lors du spectacle du Vaisseau de Pierre, notamment à Quimper. Voilà les souvenirs qui sont revenus à la mémoire de Jean lorsqu'il a pensé à ses 50 ans de carrière. Je les partage et il y en a des dizaines comme ça. Oui, c'est vrai. Les Marquisas à Annecy, c'était extraordinaire. On chantait c'était une espèce de grande maison de jeunes qui faisait foyer aussi de jeunes, donc avec des chambres. Il y avait un réfectoire. On poussait les tables, on empilait les tables du réfectoire pour pouvoir chanter après dans l'espace qu'on libérait. Oui. Alors, on a dit que les choses avaient été vite au début. On a parlé beaucoup de l'année 72. Il y a quand même quelqu'un qui va vous donner un sacré coup de main à cette époque-là. C'est Gilles Servat. On peut même dire qu'il vous lance, quoi. Oui, parce que chanter simplement sans avoir un support de disque, ça fait qu'on n'a aucune possibilité de se faire connaître en dehors du bouche à oreille des gens qui sont dans la salle. Or, dans la salle, en début 72, foyer de la jeune travailleuse à Nantes, puisqu'on ne mélangeait pas les jeunes travailleuses avec les jeunes travailleurs, on fait un gala de soutien pour la langue bretonne. Gilles était dans la salle, il nous propose de faire un disque dans la petite maison bretonne Kellen, qui débute, qui a fait son premier album, on y va. Et puis là, le disque est distribué, 500 exemplaires payés par la maison de disques, 500 exemplaires que nous on finance parce qu'on y croit. Et puis l'été qui suit, le directeur commercial de Phonogramme Philips, devenu Polygram Universal, passant ses vacances en Bretagne, rentre chez un disquaire, achète notre disque, le met sur sa platine en rentrant, et puis dit « je veux ça en distribution sur toute la France ». C'est un conte de fées, ça, non ? C'est un conte de fées. Premier disque, donc, avec des gros succès, qui vous propulse, propulse le groupe à l'Olympia, et vous faites la première partie du Yet Gréco. Oui, parce que coup de chance merveilleux, enfin de chance. On tape dans l'oreille de gens comme Jacques Chancel, le grand échiquier, mais c'était énorme comme écoute.
on tape dans l'oreille de aussi Jacques Chancel, Monique Lemarcy, mais ça, ce sera un peu plus tard, oui, RTL. Ouais. Mais on tape dans l'oreille surtout de José Arthur, qui à l'époque faisait le Pop Club. Qui ça, vous aimez beaucoup. Ouais. C'était une grande émission. Et puis il faisait À qui il est doux de ne rien faire, à 17h, où il passait la musique qu'il aimait. Et il bombardait les prisons de Nantes, José Arthur. Et donc, ça nous fait connaître du grand public. Et Juliette Gréco, qui a décidé de prendre en première partie à l'Olympia en décembre 72 5 jeunes qui débutent, nous met dans les 5 jeunes, avec Daniel Guichard, Philippe Châtel, qui a fait Émilie Joly après, Noé Villers et Yves Duteil. Et Amel Etrian, parmi les 5 qu'elle choisit pour sa première partie. C'est une promo formidable, parce qu'en coulisses, il y a monsieur Bruno Cocatrix, un grand du métier, un très grand, qui décide, ces mecs-là, je les veux en concert avec des amis bretons à eux pour dans quelques mois. Et il nous fait un musicorama. Mais c'est incroyable. C'est incroyable. Ça veut dire que vous faites donc le premier Olympia en première partie de Juliette Gréco, et donc à peine 3 mois après, vous vous retrouvez de nouveau à l'Olympia. On se retrouve en vedette après avoir fait 2 chansons en première partie de Juliette Gréco. Ouais. C'est énorme. C'est quand même un tournant. Et après, mais il en demande, Bruno Cocatrix. Quelques mois après, en 73, il nous reprend. Et puis il nous reprend pour une semaine. C'est incroyable. Il prenait des risques. On ne remplissait pas la salle, mais il y croyait. Il y avait des gens qui y croyaient. C'était pas la Starac, la Starac 2 qui jette la Starac 1, qui est tuée par la Starac 3. Non, c'était des gens qui misaient sur des carrières, comme Canetti a misé sur Jean Ferrat, Georges Brassens, etc. Ben nous, on a eu des gens qui nous ont aimés, soutenus. Ouais. En fait, si on voulait résumer, on se dit, tu l'as dit tout à l'heure, c'est un conte de fées. On part des petites scènes nantaises ou de la région. Oui. On se retrouve très très vite à l'Olympia. Il y a le disque d'or, donc c'est pour ça que je te parlais d'un véritable tournant quand même. Oui, il y a eu un tournant. Il y a une explosion de ce qu'on a pu appeler l'électrification. C'est-à-dire, on est passé à la basse électrique, à la guitare électrique, parce qu'une guitare électrique en distorsion, c'est très proche du son de la cornemuse. Et donc, il y a rien de criminel. Alors, il y avait des ayatollahs à l'époque de la musique bretonne qui disaient « Ah, c'est épouvantable. S'il n'y a pas simplement du biniou et de la bombarde, on se vend au show business et à l'étranger. » Bon, et l'autre solution, tout comme Alan Stivell, tout comme Gilles Servat, c'était d'adopter les instruments du rock à l'époque du monde entier. Et c'est ce qu'on a fait. Premier tournant. Ce tournant accompagné de choses un peu plus sérieuses, plus engagées. Le texte de Morvan-Lebesque, l'âge venu à chacun, la découverte ou l'ignorance. On peut être breton, pas de naissance, mais être breton de cœur, se sentir breton et être adopté par la Bretagne. Ça a été un tournant important. La fin des années 70 a été le tournant vers le sérieux. Je ne peux pas commenter, on ne va pas commenter toutes les images, mais là, ce sont précisément des images d'un concert à l'Olympia. Vous y êtes passé, je crois, Jean-Paul me disait ça au téléphone, hier 7 ou 8 fois, je crois, à l'Olympia. Au moins. Il faut, puisque tu en parles, une vingtaine d'albums de Trian, un premier disque d'or, donc c'est Découverte et Ignorance que j'ai là. Alors, j'ai de la chance parce que moi, j'ai la collection de tous tes vinyles, mon cher Jean-Louis. Bravo. Non, bien joué. Non, je triche absolument. J'ai été les emprunter chez toi, voilà, pour pouvoir les montrer aux gens. Donc, je te les rendrai évidemment après. Et voilà donc un album important. Oui. Ah oui, très important. C'est ça. La découverte de l'ignorance, c'est aussi une reconnaissance de la critique. C'est-à-dire, pour ceux qui connaissent un peu, 3 clés dans Télérama. Le maximum, c'est 4 clés. Et quand on se tape 3 clés dans Télérama, c'est
tous les médias voient ça, toute la presse voit ça, et tous les lecteurs de Télérama voient ça. On le met dans la biographie, c'est une garantie de sérieux, évidemment. Donc, il y a eu, à partir de ce disque, un véritable déclenchement. Les Trianes, c'est pas simplement digueling-dondon, digueling-dondon. C'est aussi des choses sérieuses sur l'histoire de la Bretagne, sur ce qui se passe dans l'actualité bretonne. Les Marées Noires, par exemple. Oui, on en dira un mot, puisque ça, c'était l'album Urba, avec je cherche en même temps l'album. Le Soleil Noir, oui. Les pochettes sont très belles, et effectivement, dans cet album-là, vous écrivez une chanson, Le Soleil Noir, sur la Mococadis, comme vous écrirez, je crois que c'est plus tard, une chanson sur le nucléaire que vous appellerez Le Soleil Vert. Oui. Alors, on a toujours été très, très écolo, mais dans le sens où la première espèce en voie de disparition, c'est l'homme pensant. L'homme ne gobant pas tout ce qu'on veut lui fourrer dans le crâne sans réfléchir. Et à partir de ça, on est très humaniste et très près des causes actuelles qu'il faut défendre, que ce soit les marées noires, que ce soit contre le nucléaire, que ce soit, je citais le cas de Steve, que ce soit, on a été très touché par l'attentat de Charlie Hebdo, qui nous a donné l'occasion de revoir les paroles d'un traditionnel québécois, vive la République, vive la liberté. Il nous semblait qu'il fallait chanter cette liberté de créer à ce moment-là. Oui, c'est vrai, parce que nos ancêtres, leur plus belle tradition, c'était de créer des chansons. Ils ont créé La Jument de Michaud, ils ont créé Les Filles des Forges, ils ont créé celle dont je parlais tout à l'heure, La Gouerze sur la peste des liants. Ils parlaient de l'actualité. Et donc, nous, on ne doit pas rabâcher leur actualité à eux, on doit parler de la nôtre. Et ça a été toute la suite de Triane. Quand on nous a dit, les Bretons, pendant la Deuxième Guerre mondiale, surtout les gens de la culture bretonne, c'était des collabos, c'est scandaleux, scandaleux. On a même écrit Jeanne Malivelle, qui était une artiste bretonne du mouvement des Seisbreurs. J'ai même vu dans Presse Océan un jour, quelqu'un qui disait Jeanne Malivelle, ensuite, a été une collaboratrice. Ben non, elle était morte en 1939, elle ne pouvait pas. Donc, on nous a vraiment accusés méchamment et avec mensonge souvent de tous les mots. Et nous avons voulu parler de la résistance bretonne, des marins de l'île de Sein, qui sont partis les premiers rejoindre De Gaulle à Londres. De là, ça aussi. Fin 1940. Hein. Oui, et c'est important de parler de ça. Bien sûr, parce que ce sont des chansons mythiques et historiques. Mythiques pour le groupe et historiques, mort à mort, évidemment, fin 1940 en l'occurrence. Oui, et c'est destiné à réellement toucher les gens et les faire réfléchir. En ce qui concerne la musique, l'industrie, quel regard tu portes, toi, aujourd'hui sur l'époque actuelle? Vous avez été victime, vous, récemment, d'une censure de pochette d'album à cause de fesses nues que les sites de téléchargement ont squeezé? Non, mais ça, c'est le puritanisme américain. C'est-à-dire que les Américains sont capables d'une violence extraordinaire dans leurs films, mais il y a des choses qui ne passent pas. Par exemple, montrer le sexe de l'homme ou de la femme, ou de montrer les fesses, ça ne passe pas. Ou de montrer les seins, ça ne passe pas. Les seins n'étant d'ailleurs pas un organe sexuel. Mais les Américains mélangent un peu tout. Alors, ça passe pas. Sur leur plateforme, c'est interdit. On ne peut pas mettre la pochette parce que c'est comme ça. Bon. Justement, qu'est-ce que tu penses? Quel est votre rapport justement aux médias, aux nouveaux médias, aux médias en général, à la critique en particulier? Tu as fait allusion à Télérama tout à l'heure. Ça se passe plutôt bien? Oui, oui, globalement, on n'a pas à se plaindre. Bon, on a fait quand même, on a touché à un moment donné tous les grands programmateurs de radio de télé, même si ils nous ont pas passé 25 fois, mais Drucker, on a fait plusieurs fois Drucker. On a fait Sébastien, on a fait des gens qui quand même ont de l'écoute, on n'a pas à se plaindre. La critique maintenant presse, on va dire. On regarde qu'on voit des images d'une émission de télé que vous avez fait tous les trois.
à, Oh là à là. FR3 en 1985. Aïe, Je sais aïe, aïe. d'ailleurs que nous, on a toujours été vos fans, hein, on a toujours parlé de vous. Depuis Oui, oui. FR3 Oui, jusqu'à oui. François aujourd'hui. Alors, je voulais dire que la création des télés régionales, comme on les appelait à l'époque FR3 ici ou là, je me souviens de Limoges, je me souviens de Caen, je me souviens de toutes ces télés régionales, ça a été très important. Les radios dites libres qui ont ensuite créé les France Bleues, mais ça a été très important pour nous. Parce que tous ces médias régionaux mis bout à bout font des grands médias nationaux au bout du compte. Et on a été énormément soutenus justement par vous. Par vous, oui. La preuve, c'est le petit Bobino qu'on est en train de passer, Ouais. qui est Qui est assez maintenant rendu à amusant l'État. et qui nous C'est permet moi, de rendre hommage à Yves c'est moi, Petit, c'est notre rigolo. confrère. Ouais. J'ai l'impression que je me la Alors, pète un peu là-dessus. Non? bon, allez, ok. Ah, Il faut aussi dire que vous avez été homme politique à Nantes, adjoint au maire à la oui, culture, et que vous avez participé à l'émergence de ce qu'on appelle aujourd'hui les nouvelles pratiques musicales. Je pense notamment à la création de Trampolino à Nantes, oui, qui vous doit beaucoup. Est-ce qu'il y a des groupes nantais ou des groupes de la région qui vous plaisent particulièrement et que vous suivez? Ah oui, mais on va dire que je suis subjectif. Il y a Kokomo, mais Ouais, parce que, un des deux et, qui joue et dedans, c'est votre bon neveu. Dieu. Alors évidemment. Non, mais indépendamment de ça, c'est un groupe qui a pas attendu que je le dise pour faire une carrière qui, parfois, les conduit jusqu'en Asie. Oui. Ouais. Oui, on est très sensible à ça. Pour revenir sur Trampolino et sur tout ce que j'ai pu faire quand j'étais adjoint à la culture de Jean-Marc Ayrault, on ne fait pas chanter les chèvres, on ne fait pas danser les tréteaux. C'est-à-dire que tous ces outils, c'est pas ça qui donne du talent aux gens. Mais ça fait que ceux qui ont du talent, au lieu de se noyer dans un parcours du combattant absolument effroyable pour arriver à émerger, ont des outils qui leur permettent d'émerger. Avec Stéréolux, avec la salle micro de Stéréolux, qui permet à un groupe qui va faire 300 personnes à Nantes de pouvoir se produire quelque part. Ça n'existait pas quand on a débuté. Il y avait le bateau Lavoir, point barre. Et puis débrouillez-vous avec les centres sociaux. Aujourd'hui, il y a des cafés-concerts, il y a Trampolino, il y a Stéréolux. Ça, oui, je le revendique, mais attention, un adjoint ne peut rien faire si son maire n'est pas convaincu que c'est important. N'oublions pas que c'est Jean-Marc Ayrault qui a souhaité installer cette politique culturelle à Nantes et qui l'a déléguée à Yannick Guin d'abord et à moi ensuite. S'il ne l'avait pas fait, j'avais aucun moyen de le réaliser et de le réussir. Alors, je vous signale que je ne peux pas tous vous citer, hein, excusez-moi, mais les internautes sont extrêmement nombreux et on en est ravis évidemment. Mais je ne peux pas C'est évidemment sympa. poser toutes les questions. Il y en a un que j'ai envie de te lire, c'est Rita Handwerker qui nous dit que d'émotions qui passent en écoutant Jean-Louis. Merci pour beaucoup d'années de plaisir à vos côtés. Ah tiens, une question d'Anne-Céline Zieba qui dit Jean-Louis, avec 50 ans de recul, quel est votre plus grand regret? Ah, elle est bien cette question. Mais c'est simple, c'est de ne pas être allé plus loin. On est toujours freiné parce qu'on a des idées dans la tête et que techniquement ou financièrement ce sera dur à concrétiser, ou freiné parce que les copains ne seront pas forcément prêts à aller si loin. Je vous donne un exemple. Il y a 20 ans, j'aurais dit à Jean-Paul, un jour, tu vas être habillé un peu comme en marquis de l'époque Louis XIV, avec un costume bleu pâle sur lequel il y aura des nuages de pain. Il m'aurait dit, tu rigoles, je ferai jamais ça. Mais évidemment, mais Jean-Paul, il fait ça aujourd'hui. Et donc, ce que je regrette, c'est tout ce que, comme on ne dépassera pas nos 50 ans de scène, tout ce que j'avais là envie de faire et que je ne ferai pas. Ben voilà, c'est une réponse. Et J'ai d'autres. Tiens, tous il y a les artistes un diraient la breton même expat, Jean-François Brion, qui nous écoute de Dordogne, où j'ai pu voir les trois gens plusieurs fois. Et puis, alors j'ai vu passer un message qui était très émouvant.
de Jean-Vincent No qui me dit de ma tendre enfance à l'orée de la soixantaine, nous nous sommes tenus compagnie, un petit bout de chemin breton musical jusqu'à la dernière. Un très grand merci pour toutes ces années. Puisqu'on parle du look là, on a vu des photos, on est vraiment passé du baba cool au costume prestigieux. Il y a beaucoup de questions qui arrivent sur que vont devenir ces costumes. Est-ce qu'il est question d'en faire un musée? Il est question pour l'instant de les ranger au sec pour qu'ils ne moisissent pas. Parce que nos premiers costumes, quand on a évolué vers des costumes de scène un peu différents du jean et de la chemise bleu ou rouge, ont été entreposés un peu dans des endroits humides et hélas n'existent plus. Donc on est très soigneux par rapport aux costumes que l'on a depuis 5 ou 6 générations, scéniques, je veux dire. Particulièrement les costumes actuels, on a une tendresse un peu plus forte par rapport à cela, qui ont été faits par Patrick Gray, qui hélas a disparu depuis, et puis par sa petite femme Claudine Gray. Elle a fait plutôt la couture, lui, il a fait plutôt les accessoires, mais ils ont fait ça ensemble. Ce sont deux Nantais qui sont bien connus à Nantes pour travailler aussi avec la Revue de la Cloche ou avec d'autres gens dans les milieux du théâtre. Et c'est Claudine, c'est Patrick, et je leur ai vraiment donné carte blanche beaucoup plus à eux que ce que je donnais précédemment, parce que j'avais une confiance totale dans le résultat qu'ils allaient produire. Et ils ne m'ont pas déçu. Baroque et breton, ces costumes, et ça fait le lien avec Kokomo dont tu parlais, on a pu en voir dans le cadre de la très belle exposition rock qui était au Château des Ducs de Nantes. Il y a des messages, malheureusement, ça va tellement vite que je n'ai pas le temps de les retenir et de tous les noter, mais mon fils Liam, c'est Frédéric Barré qui lui dit ça, 10 ans quand Jean-Louis lui a demandé sa chanson préférée et il lui a répondu, t'as pas osé faire ça. Whisky, whisky. Non, pas un gamin de 10 ans, Jean-Louis. Je me demande si c'est pas le gamin qui me l'a plus ou moins suggéré, parce que je connais un gamin j'ai vu un gamin dans ces âges-là dont c'est la chanson préférée. Eh ben, c'est honte aux parents. Honte aux parents. Il est là, il regarde avec son papa, j'imagine. Il est sûr d'avoir toute sa vie de bonnes artères. C'est très bon pour les artères. Ouais. Et puis je précise à tous ceux qui nous regardent que, évidemment, l'événement, c'est la diffusion ce soir à 23h15. Oui. Voilà, du concert Kenavotour à Bas-sur-Mer qui a été capté en juillet 2019. Et je précise que ce soir, c'est la version 90 minutes, puisqu'il y a deux versions. Il y a une version 90 minutes et une version 120 minutes. Mais quelque chose me dit que pendant l'été, France 3 Pays de la Loire pourrait peut-être bien réexposer la version longue du concert. Mais en tout cas, rassurez-vous, on va se régaler avec le concert qui a été fait en 2012. De Quimper à Nogent-le-Rotrou. J'ai pas compris. De Quimper à Nogent-le-Rotrou. Très bien, parfait. Je sais pas ce que ça veut dire, mais c'est un signe. Ça veut dire sur l'ensemble du territoire Bretagne-Pays de la Loire. Ah, ok, pardon. Je compte évidemment la Loire-Atlantique dans les départements bretons. Oui, bien sûr, ça on le savait. Alors, le bilan, il n'est pas que chiffre, même s'il est parlant. 1700 concerts, 3 600 000 albums vendus. Non, c'est vrai? Ben ouais. Oui, c'est vrai. Oui. C'est incroyable. On peut parler quand même, on a parlé de Gilles Servat tout à l'heure, on peut parler aussi des autres artistes bretons. Vous avez participé au renouveau de la culture celtique. Oui, on a été de ceux qui, au moment où, après mai 68, il y avait de la part du public et particulièrement de la jeunesse, une envie de rechoisir par soi-même les valeurs auxquelles on était attaché et de s'émanciper de ce qui était obligatoire. Ça a été la période des mouvements de libération de certaines régions, mouvement de libération de la femme, mouvement de libération des homosexuels, mouvement de libération de ci, de ça, quoi. Bon. Et mouvement de libération des régions qui ont demandé à ce que leur culture soit davantage prise en compte. Et tout d'un coup, au lieu de pleurer auprès de l'État français en disant, je vais prendre le code d'Iwan, en disant, faites-nous des écoles en breton, c'est une honte, il n'y en a pas. On a fait nous-mêmes au lieu de pleurer.
et de réclamer. Et c'est cette période qui a été intéressante parce qu'en Bretagne, elle correspond à Gilles Servat, à nous-mêmes, à Alain Stivell, à Dan Arbraz, à des gens comme ça qui rejoignent Roger Siffer en Alsace ou aussi Imouvrini en Corse, par exemple. Et on a dans ces différentes régions ce mouvement. Alors, je rappelle qu'on est actuellement donc sur la page Facebook de France 3 Pays de la Loire et de France 3 Bretagne. Il y a une question de Gigi Braise qui nous dit bonjour. Les nouvelles dates de concert, on en parlait tout à l'heure au début, j'avais promis qu'on en dirait un mot. Est-ce qu'elles sont fermes et définitives ou est-ce qu'elles sont susceptibles d'évoluer? Elles sont susceptibles d'évoluer en fonction de ce que l'actualité donnera et de ce que l'exécutif, comme on dit, décidera. C'est-à-dire que je ne crois plus aux dates de juin, personnellement. Je crois davantage aux dates que l'on donne, deuxième quinzaine de septembre et 3 octobre, par exemple, dans le cas nantais. Bon, j'espère qu'à ce moment-là, on pourra remplir une salle de 2000 places autrement qu'en mettant dedans 500 personnes avec des fauteuils vides autour. Mais si ça doit reculer encore, on reculera encore. Mais on terminera cette tournée du Kenavo Tour. On la terminera. Même si on doit atteindre 51 ans pour la faire. J'ai Thérèse Bardoul qui nous dit parce que 50 ans que je suis le groupe Trian pour les dédicaces à chaque fois sur les billets de concert, me manque la date. Bon ben, elle pourra le faire. Donc à vous écouter. Thérèse Bardoul. Vous avez dit Thérèse Bardoul. Tiens, ça me dit quelque chose. En effet, Thérèse Bardoul. D'accord. Bon, c'est une fan et une amie. Il y a Audrey Holler-Hafner qui nous dit un grand bonjour de Moselle, qui est évidemment d'énormes, oh, ça va bien vite, mon Dieu, j'arrive pas à suivre, d'énormes souvenirs liés évidemment à la carrière. Il y a Raphaël Charlet qui nous dit, vous avez évoqué un projet pédagogique sur l'histoire de la Bretagne. Où en est ce beau projet? Pour l'instant, il en est mis en sommeil parce qu'on s'occupe du Kenavo Tour, mais ce projet, il est plus que dans les cartons. Il est au-dessus de la pile. Il s'agit de rencontrer le Conseil régional de Bretagne et il s'agit de leur dire ce que je disais tout à l'heure. On n'apprend pas en Bretagne l'histoire de Nominoé. On n'apprend pas que la guerre de 100 ans, chez nous, s'appelait la guerre des Deux Jeannes, que c'était une guerre de succession, que on n'apprend pas que Du Guesclin, vu de la Bretagne, c'est pas vraiment un grand héros. Bon, il y a des tas de choses comme ça qui, vues d'un œil breton, ne sont pas les mêmes qu'avec un œil français. Même après Colbert. Colbert est un personnage qui, pour la Bretagne, est extrêmement discutable. Parce que s'il a permis des ports comme l'Orient, etc., d'un autre côté, il a mis fin à la richesse de nos tissages pour faire profiter davantage les tissages flamands. Bon, alors, des choses comme ça, on a envie de faire un disque là-dessus. Justement, c'est là-dessus que je voulais te lancer. Utilisé dans les collèges. Parce que la question, c'était qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que vous allez faire après? D'abord, est-ce que c'est vraiment des adieux? Est-ce que c'est pas un truc à la Charles Aznavour qui a traîné en longueur pendant 10 ans? Écoutez, j'aime bien Barbara, j'aime bien Charles Aznavour, mais le coup de la tournée d'adieu qu'on fait 3 fois, non, c'est pas notre truc. C'est vraiment les tournées, on les arrête là. Après, le disque, des nouveaux titres ou des projets comme le projet de défense de l'histoire bretonne dans l'enseignement, on ne s'interdit pas du tout ça. Bien au contraire. De même que, franchement, il y aurait une occasion, un gala de soutien où on nous demanderait pour soutenir une cause à laquelle tout d'un coup on adhérerait profondément, je pense que l'on irait. On irait les 3 gens plus Bernard, qui était le 4e des mousquetaires. Et on referait quelques chansons du Trian du début. Nous l'avons fait il y a quelques mois pour le trio EDF, 3 amis bretons, excellents chanteurs, qui en plus chantent non seulement séparément, mais en groupe, Patrick Ewen, Gérard Delahaye et Melaine Favnek, EDF, leurs initiales. Eh ben, on a fait le Trian du début
pour fêter leur 20e anniversaire. C'était un plaisir immense. On ne s'interdit pas des petites fantaisies comme ça. Mais refaire un concert complet comme Trianne d'aujourd'hui, non. On a promis que le dernier, il était à Nantes et il sera à Nantes. Donc, il y aura toujours et encore la musique, mais il y aura peut-être aussi d'autres trucs, Jean-Louis, la Lorraine, par exemple. Alors après, il y a les projets personnels, évidemment. Mon bateau, la Lorraine, c'est important, un bateau de 1936, en bois, un objet du patrimoine, des nouveaux copains qui se greffent autour de ce bateau. Tiens, oh là là, c'est incroyable. J'imaginais pas voir ici des images. Les rusés, ils ont trouvé ça. Ah ben, Claude Boucher, notre éditeur web, fait des merveilles. C'est bien d'ailleurs, c'est sympa. Hein. C'est incroyable ça. Alors ça, c'est pas la Lorraine, c'est une péniche. Non, c'est une péniche pendant les rendez-vous de mais voilà, ça c'est la Lorraine. Ouais. Ça c'est la Lorraine, effectivement. Votre fierté, votre fierté. Ah oui, oui, oui. Et une véritable association qui est autour. Là, c'est Patrick derrière. Patrice. Oui. Voilà. Alors, on va terminer ce live. Je vais essayer de retrouver les questions tout à l'heure. Il y en a une très belle de Céline Deray qui me dit « Mes parents m'ont fait découvrir Trianne toute petite. J'ai fait découvrir Trianne à ma fille toute petite. Elle a 20 ans. Je sais qu'elle ne sera pas la dernière génération de notre famille à être bercée par Trianne. » C'est bien de donner ce témoignage. On en reçoit des centaines, pareil. C'est ce côté intergénérationnel qui font que nous avons un public de 7 à 77 ans, qu'on voit devant la scène, sur le Quai Vautour, des gamins de 7 ans, 8 ans, chanter nos chansons, y compris en breton, dans les premiers rangs de la salle. C'est quand même merveilleux. J'ai vu un message passer, j'ai vu un message passer qui était très joli. C'est quelqu'un, c'est Michael qui nous dit qu'il a donné un prénom qui est l'une, Attends, à cause d'une de nos chansons. J'ai dit une bêtise tout à l'heure. Olivier Brumelot, notre délégué à l'antenne et au contenu, me signale que c'est bien la version longue qui est diffusée ce soir. Voilà, donc j'ai dit une bêtise. Ah d'accord, très bien. 15, voilà, ce sera la version longue. Mais tant mieux, youpi. Oui, je voulais retrouver Jean-François Briand dit j'ai vu le Trianne Quai Vautour à Confolens, très belle soirée pleine d'émotions. Oui. Mais je voulais surtout retrouver le message tout à l'heure que j'ai vu passer. Alors, il y a aussi Alex Calibur qui nous dit l'espoir de vous voir pour les derniers concerts me fait tenir dans les moments difficiles. Pépin de santé, Alex Calibur. Je suppose les moments difficiles. C'est quoi le fait tenir? Non, je pense tout simplement au confinement. Ah d'accord, oui. Ah oui, on a reçu ça pas mal. Des gens que pendant le confinement, ils ont beaucoup écouté et pas seulement les chansons les plus connues. Ouais. Enfin, je ne peux pas vous dire tous les messages qui vous sont adressés, mais tout ça est. On en reçoit énormément par mail. Ah, tiens, ça nous touche beaucoup, tous ces messages. Ouais. Franchement, ça nous touche beaucoup. Oui. Les gens qui disent. L'héritage Trianne, faire perdurer le folk, le rock celtique. J'allais dire le folk celtique, non, le rock celtique. Oh, l'héritage, c'est que d'autres continuent comme on l'a fait, non pas à reprendre simplement Diguening Dondon, les filles des forges, parce qu'on l'a déjà fait, mais à continuer à créer, d'après l'actualité et en fonction de leur sensibilité, des chansons qui soient les nouvelles chansons bretonnes de demain. C'est ça qu'on a envie de léguer, c'est l'envie de faire ce qu'on a fait avec des armes musicales différentes, évidemment. Il y a quelques années, j'ai participé au jury d'un concours à Rouet-Varroc, concours de musique à Grand-Champ, à côté de Vannes. Il y a une école de musique dans laquelle on ne joue que de la musique bretonne, au violon, à l'accordéon, à la bombarde, au biniou. Et le fils du notaire, la fille du boucher, se retrouvent dans cette école. Ils ont 8 ans, 9 ans, 10 ans. Ça veut dire qu'en l'an 2100, nous sommes certains qu'ils joueront cette musique et qu'ils l'auront appris à leurs enfants. C'est-à-dire que autant cette musique était méprisée au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale parce que c'était la musique des collabos, les collabos ou les ploucs, autant maintenant c'est une musique qui est possible en étant dans le coup. Et ce, pendant encore des dizaines et des dizaines d'années, parce qu'on a allumé
un premier cierge et qui en allume d'autres. Et ça, c'est ça qu'on lègue. C'est ce sentiment d'avoir servi à ça. Jean-Louis, j'ai Caroline Corral qui me dit « Je serai dans mon lit à 23h15, pas grave, j'ai le DVD des 50 ans. » Pour tous ceux qui n'ont pas de DVD, il y a le concert, mais il y a quelque chose qu'on n'a pas abordé. Vos relations à tous les trois pendant ces 50 ans, plutôt calmes ou agitées comme les vagues bretonnes? Alors, extrêmement calme. On est des vrais amis. On a été des vrais amis de 30 ans, puisque la plaisanterie était les amis de 30 ans à l'époque de Chirac, avec Balladur. Bon. Ouais. Nous étions, à l'époque, on disait de vrais amis de 30 ans. Nous sommes de vrais amis de 50 ans. Pourquoi? Parce que d'abord, nous n'avons pas vécu tous ensemble dans une grande communauté à la façon San Francisco, etc., Flower Power. Non, on a vécu nos vies séparément en restant amis, plus que copains, en étant amis. Ça, c'est important. Et il nous est arrivé de nous engueuler, et nous engueuler très fort. Et à chaque fois, ça a été sur des questions de boulot pour aller plus loin. C'est qu'on n'était pas d'accord sur des directions à prendre, mais c'était par rapport à la musique, et c'était positif, parce que c'était pour aller plus loin. Mais en dehors de ça, l'amitié, en dehors, elle est totale. Nous sommes tous les trois, chacun pour une énorme part de la vie des deux autres, évidemment. Quand même, de Françoise, 50 ans ensemble. Le roi, qui nous dit « Merci pour toutes ces années, je vous suis depuis le début, mon fils a appris à vous connaître tout petit, et maintenant c'est ma petite fille de 4 ans qui écoute en boucle. Vous allez nous manquer. » Signé l'ancienne du groupe Tréteaux et Terroir. Ah, bien sûr, le groupe où j'ai débuté. Ah bah salut à toi alors, oui. C'est vrai, s'il n'y avait pas eu Tréteaux, est-ce que s'il n'y avait pas eu Tréteaux et Terroir, ce dimanche où je suis allé dans une kermesse danser la pastourelle de Saint-Julien et la danse de la Grosse Marie ou Guy Veuzeret d'Herbray, est-ce que j'aurais fait ça? Est-ce que ça aurait fait mon métier plus tard? Je ne sais pas. Effectivement, ça a été très important, mon passage à Tréteaux et Terroir. Comme disait Tugdual Calvez, un grand militant breton, les cercles celtiques servent à tout, à condition d'en sortir. Ce sera le mot de la fin, Jean-Louis, pour ce live. Merci. J'ai été ravi, évidemment. Je resterai encore 1 heure ou 2 avec toi. Je suis désolé de ne pas avoir la pratique. C'est une belle expérience. Pour pouvoir exploiter au mieux les messages que vous nous avez fait passer en direct sur France 3 Bretagne et sur France 3 Pays de la Loire. Mais je pense que Jean-Louis, tu auras à cœur de tous les lire, de les relire. Et je tiens à préciser que ceux qui n'ont pas pu voir l'intégralité de ce live, ils pourront le voir peut-être très vite. En tout cas demain, c'est sûr, sur la chaîne YouTube de France 3 Pays de la Loire. Je te laisse le mot de la fin. Jean-Louis, je remercie Claude Boucher, notre éditeur web qui a monté toute cette opération. Olivier Brumelot qui en a eu l'idée. Et puis, je remercie France 3 à Bretagne, évidemment, d'être associé à nous pour cet événement du Kenavo Tour, avec ce live et avec la diffusion du concert ce soir. Merci Jean-Louis, je te laisse le mot de la fin. Oui, bah c'est justement te remercier pour cette expérience qui est nouvelle pour nous deux, je crois. C'est techniquement compliqué, donc Claude, effectivement, David, ici, à Morluc, Jean-Guy Le Floch, le PDG qui nous a prêté son téléphone pour une question de giga. Je ne connais pas tout ça. Mais le mot de la fin, c'est de dire, puisqu'on est à Morlux, c'est de dire que nous sommes très proches aujourd'hui des milieux économiques. Parce qu'on s'est rendu compte que, dans le fond, nous, chanteurs, eux, qui mettent un label produit en Bretagne, qui devient un label de qualité sur du beurre, sur du muscadet, et qui montre que cette région, elle est belle, elle est créative, elle donne envie de manger ses produits, d'écouter ses produits culturels. Je crois que cette fusion qui s'est faite au cours des 50 dernières années entre tous ceux qui font qu'on ait envie d'être en Bretagne, d'y vivre, d'y travailler, d'y trouver du boulot, d'y trouver de l'amitié, d'y trouver des chouettes paysages qui restent chouettes, et une solidarité, un sentiment d'appartenance, c'est merveilleux.
Alors merci vraiment à tous ceux qui ont fait ça. Merci Jean-Louis. Je voudrais pas Les oublier médias Jean-Paul. en font partie. Je voudrais pas oublier Jean-Paul. On avait fait une petite interview enregistrée par téléphone qu'on n'a pas pu diffuser pour des petits soucis techniques. Simplement, j'ai été très sensible à ce que Jean-Paul me disait en concluant notre échange de l'autre jour par téléphone. Il me disait que le dernier concert qui s'approche à grands pas sera sûrement un moment très fort dans sa vie, mais que ce ne sera pas le meilleur. Je pense que tu partages son point de vue, non? Oui, certainement. Mais je prends mes petits midi 47 heures. Merci, chers téléspectateurs, de me permettre de prendre mes petits médocs. Et oui, évidemment que ça va être un moment d'émotion énorme. 50 ans, et puis tout d'un coup, boum, on ferme le rideau en chantant La jument de Michon, on sait que c'est la dernière jument. Bon, c'est un moment d'émotion, certainement, qui sera très difficile. Mais dire que ce sera le plus beau moment, non. Je citais la petite chapelle de Yo tout à l'heure. Je pense que les meilleurs moments, ce sont des rencontres aussi, des rencontres humaines. Je te rencontre, tu vois, toi, un journaliste, bon, et puis après, je vais rencontrer un informaticien, et puis je rencontre quelqu'un qui fabrique des radiateurs en fonte du côté de la Lorraine, du côté de Longwy, etc. Les gens qui fabriquent les rails du TGV, qui nous ont fait en coupe un Bon, rail du TGV. ça veut dire un C'est truc, incroyable. la vie devant soi. La vie devant soi. Oui, oui, Voilà. c'est ça. C'est vraiment ça. Merci. Des rencontres merveilleuses. Merci Jean-Louis, je t'embrasse. On te remercie tous. On embrasse On aussi. embrasse Jean-Paul, on embrasse Jean. Très loin, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit. Kenavo. Kenavo, Avéchal. Et merci. Merci à toi.